Donne-nous des ailes pour la dernière session. Hein? Donne-nous des ailes pour la dernière session. Voilà, 10 minutes pour vous expliquer la différence entre une boisson énergétique et une boisson énergisante, pour vous dire que lorsque l'on fait un exercice, eh bien, la chaleur monte. La production de chaleur, il va falloir lutter contre ça. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes de thermorégulation qui vont le faire, qui sont des mécanismes plus ou moins intriqués. Mais l'objectif final, c'est de toute façon évaporer cette chaleur. Et pour évaporer cette chaleur, vous avez plusieurs mécanismes qui sont à la fois l'évaporation passive cutanée, à la fois la perspiration ventilatoire, mais surtout les pertes sudorales. Et ces pertes sudorales, faites d'eau et d'électrolytes, font que si vous en perdez beaucoup, ça devient embêtant et qui va donc ça va donc entraîner une déshydratation. Donc il faut se réhydrater. Le débit sidéral, il est fonction de plusieurs choses. Bien sûr, l'intensité de l'effort et l'environnement, comme vous voyez sur ce petit tableau, entre quelqu'un qui joue au squash, quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du football américain avec sa carapace, tout ça, on va dépenser des choses différentes. En plus, si on est un petit peu entraîné, on va dépenser encore un petit peu plus, surtout en eau. La durée de l'effort, l'intensité de l'effort, les conditions climatiques et donc le niveau d'entraînement vont modifier beaucoup ce débit sudoral. Bon, bien sûr, l'importance de ces pertes sudorales va jouer un rôle fondamental à la fois sur la santé et aussi sur la performance. D'abord sur la performance physique, on sait tous que si on considère la perte sudorale comme une perte en termes de poids, un pourcentage de poids, on sait tous qu'à partir de 2% de perte de poids, eh bien le débit cardiaque, la VO2 vont diminuer et la capacité à effectuer cet exercice va être compliquée, de plus en plus difficile. Et on a tous en mémoire l'arrivée de cette Suissesse à Montréal lors du premier marathon féminin. Et je vous signale quand même que même si elle fait ses derniers 400 mètres de façon très très lente, elle n'a mis que 2h47. À côté de cette baisse de performance physique, il y a aussi la performance mentale qui est diminuée. Alors il n'est pas là dans la salle, c'est dommage, mais lorsque l'on voit cette étude qui permet de montrer les questionnaires qui sont faits, on s'aperçoit qu'au fil de la déshydratation, toujours pareil, 2%, eh bien on va perdre en rapidité à la réponse du questionnaire et on va perdre aussi dans la qualité de la réponse que l'on fait. Ces études ont été reprises maintenant dans différents types de sports, que ce soit au golf, que ce soit au tennis. On s'aperçoit que dans tous les sports où il y a une tactique à utiliser, au fil du temps, la tactique peut parfois être un petit peu difficile, voire la précision dans certains types. Donc voilà sur cette performance. Il y a aussi sur la santé, il y a bien sûr l'effet sévère. La déshydratation, lorsqu'elle devient de plus en plus importante, entraîne une hypovolémie, une baisse du débit cardiaque et une urgence lorsqu'il s'agit d'un coup de chaleur, une urgence à prendre. Et puis il y a aussi des effets digestifs. Et ces effets digestifs, ils sont doublement importants. D'abord parce que l'effet digestif qui apparaît dès qu'on a 2 à 3% de perte de poids, donc d'augmentation de cette perte sudorale, vous voyez qu'il y a à peu près 50% de troubles digestifs qui apparaissent chez le sportif. Et ces troubles digestifs sont importants parce que d'une part, c'est la première cause d'arrêt de beaucoup de sportifs dans une course. Et deuxièmement, le fait d'avoir des troubles digestifs va diminuer la possibilité de continuer à se réhydrater dans quelque chose d'assez compliqué. Et 2% pour quelqu'un qui fait 70 kg, ça fait jamais qu'1,4 kg et c'est pas beaucoup. Lorsque l'on sait que lorsqu'on a une activité physique importante en ambiance simplement mètre, on va perdre 1,5 litres par heure. Pour peu qu'on soit encore un peu plus entraîné, on va perdre encore beaucoup plus. Donc, les pertes sudorales en eau, importantes, pertes de sodium associées à ce débit sudoral sont aussi parfois très importantes. Et ce sodium, il est aussi important parce que, outre la possibilité de diminuer la baisse du volume plasmatique et de favoriser la régulation des échanges d'eau, il favorise surtout l'absorption du sucre et de l'eau au niveau gastrique. Et le type qui court, qui se déshydrate et qui ne peut plus absorber son eau et son sucre, il va être de plus en plus dans une galère pas possible. Et aussi, ce sodium va accélérer la vidange gastrique qui va vous permettre de continuer à vous réhydrater. Donc, il est certain que lorsque l'on fait un exercice physique, il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater avec 3 choses principales qui restent l'eau, les glucides, le sodium. De façon un petit peu différente et de façon en quantité différente, suivant s'il fait chaud ou s'il fait froid. Plus il fait chaud, plus on donnera de l'importance
à l'aspect à l'eau. Plus il fait froid, on augmentera les concentrations de glucides dans la solution que l'on va absorber. À ce propos, l'estomac va tolérer 40 à 60 grammes d'absorption par heure dans un effort qui se prolonge. Donc il va être intéressant d'avoir une solution non pas hypertonique, mais plutôt une solution iso- ou hypotonique, de façon à ce que le sucre soit absorbé progressivement au prorata de la quantité d'eau que vous allez absorber pendant une heure. Si vous absorbez une solution hypertonique, outre le fait que vous risquez d'avoir de troubles digestifs importants et rapides, vous allez absorber beaucoup de sucre, peu d'eau, dans un peu de temps, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Donc en gros, suivant la durée de l'effort, si l'effort continue en moins d'une heure, on va dire que seule l'eau est importante à apporter. À partir du moment où l'effort devient un peu plus intense et continu, en fonction de la température, vous aurez une boisson d'effort qui sera faite de 20 à 40 grammes de glucides, ou de 40 à 60 grammes de glucides s'il fait un peu plus froid, mais pas plus, et une même quantité de sodium. Voilà, ça c'est une boisson énergétique. Merci de suivre. Sont apparues par la suite des boissons énergisantes. Il y en a beaucoup. On parlera un petit peu plus du Red Bull, parce qu'il a mis l'État français un petit peu dans un problème il y a quelques années, mais c'est pas le plus terrible à la limite, le Red Bull. Alors ces boissons énergisantes, au départ, elles étaient plutôt dans un aspect festif et convivial. On sait d'ailleurs que certains cardiologues du CCS, surtout ceux qui dansent le flamenco et qui viennent d'Arles, utilisent parfois ce genre de choses avant la soirée. Le problème, c'est que ces boissons énergisantes, qui sont assez anciennes, puisqu'il y en a même au Japon depuis les années 60, sont apparues en Europe depuis maintenant les années 85-87, ont envahi petit à petit l'événement sportif. Le Red Bull a un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros par an. 30% de cet argent est consacré au marketing. Le Red Bull a maintenant une télévision à elle, produit des événements à eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin non plus d'aller sponsoriser telle ou telle course, puisqu'ils les créent eux-mêmes. Ils vont surtout vers du sport extrême. Ça, à la limite, c'est extrême. Mais ils vont maintenant dans des choses qui sont beaucoup plus classiques, c'est-à-dire dans le moindre frigidaire d'une salle de sport, voire à l'hôtel où nous sommes d'ailleurs. Vous avez dû le voir derrière le bar, il y a un petit caisson Red Bull. Voilà. Donc on envahit petit à petit une population et on fait croire que c'est une boisson de sportifs. Or, quand on analyse 25 centilitres de Red Bull, de quoi c'est fait? 27 à 30 grammes de sucre dans la canette, 112 grammes par litre. Donc on est dans des solutions plutôt hypertoniques. 80 mg de caféine. 80 mg de caféine, c'est pas énorme non plus. Il y en a dans d'autres produits. Certains prennent sûrement 3 à 4 cafés par jour, voire plus. Je vous rappelle qu'on estime qu'un café, un expresso, c'est environ 80 mg aussi, qu'on estime que la toxicité du café, pour des raisons multiples, on reviendra tout à l'heure, c'est environ 250 mg, en tout cas c'est ce qui a été fait. Mais vous verrez qu'il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus dosés que ces 80 mg. Ceci dit, quand on boit une canette, on en boit 2, 3, 4, voire encore un peu plus. La taurine, c'est un acide aminé qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'au départ, on a interdit le Red Bull à cause de ça, pensant que c'est ça qui était la toxicité de ce type de produit. En fait, on a démontré qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est surtout pas dans les testicules de taureau qu'on en trouve, mais dans le lait maternel, par exemple, il y a des acides aminés de type taurine. La seule chose, c'est qu'un gramme de taurine, c'est 5 fois les besoins quotidiens d'un homme. Donc ça peut être aussi... Mais il n'a pas été montré, à mon sens, dans ce que j'ai pu voir dans les publications, de toxicité de ce type de produit pour l'homme. Pardon, je reviens en arrière. Ah. Alors, si on regarde, on va regarder les doses de café, vous voyez que dans du Coca-Cola, il y a 34 mg de caféine. Il y en a d'ailleurs un peu plus dans les Coca-Cola Diet que dans le Coca standard, qu'il y en a dans une tasse de thé aussi. Par contre, à partir
des différents types de boissons énergisantes, vous voyez que ça peut aller 230 mg dans les mêmes quantités. Donc on a des produits qui sont le NOS, qui existe aussi en France, du Rockstar, du Monster Energy, dans lequel il y a beaucoup de caféine. Un comprimé de Duronzan, je ne citerai personne qui me dit qu'il prenait encore du Duronzan, 4 à 5 comprimés de Duronzan parfois, 50 mg dans une capsule de Duronzan. Bon, est-ce que le café... Alors là, on revient sur la taurine, donc je l'ai dit. Ensuite, ces vitamines, bon, ça, c'est pas très grave. Après, il y a du glucuronolactone, qui est un ester donc de glucides, qui, lui, est à 500 fois la dose admise quotidienne pour un individu normal. On accuse actuellement ce produit d'une toxicité peut-être rénale, on n'en sait pas trop, mais surtout à ces doses, il est très très possible que ce produit soit toxique. Il y en a aussi dans le Duronzan. pH acide et absence de sodium, il n'y en a pas. Donc pH acide, trouble digestif, absence de sodium. Donc en gros, cette canette n'est absolument pas un produit pour un sportif. Or, dans les études qui ont été faites de l'IMBS, 50% à peu près des sportifs ont utilisé au moins une fois ce type de canette, pensant d'ailleurs que ça pouvait augmenter leur performance. Donc l'historique du Red Bull, c'est que pendant très longtemps, il y a eu un avis défavorable. Il y a eu une autorisation le 15 juillet. Je vous rappelle que le Red Bull a fait un procès à l'État français en leur demandant une indemnité de 300 millions d'euros. Le Red Bull était alors vendu. Il s'en vend 4 milliards par an hein, de Red Bull. Et était vendu dans environ 150 pays au monde et dans une vingtaine de pays en Europe. Donc produit autrichien, produit assez ancien, donc ils avaient fait ce procès à la France. Au départ, on pensait que c'était la taurine qui était toxique. En fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de toxicité, donc on l'a laissé rentrer, et probablement parce qu'on n'avait pas envie de payer 300 millions d'euros. Il y a eu un recueil ensuite prospectif qui a été fait dans tous les centres de toxivigilance en France, à partir de 2012, sur 6 mois, qui a montré qu'il y avait 24 cas qui étaient associés plus ou moins au Red Bull, dont 13 qui étaient imputables, pas forcément avec des accidents cardiaques, mais des céphalées, des palpitations, des tremblements, des AIT, des FA, des FV, avec 2 arrêts cardiaques quand même possibles, liés au Red Bull, mais bien sûr à d'autres produits associés, puisqu'il utilisait quand même souvent de façon plutôt festive, avec de l'alcool et de la trompe. Je vous rappelle que la caféine dans un produit, ça permet de mieux tolérer l'alcool. C'est-à-dire que vous pouvez en boire encore un petit peu plus. Mais ça n'enlève pas l'effet toxique de l'alcool. Alors, il y a un papier tout récent là, qui est sorti en début d'année, qui a relaté tous les cas cliniques qui ont été faits. Enfin, ce n'est pas tous les cas cliniques, puisque les auteurs canadiens ont pris 650 articles parlant des boissons énergisantes. Ils ont en fait retenu que 15 cas, auxquels ils ont ajouté leurs 2 cas d'arrêt cardiaque. Vous voyez, alors c'est uniquement une des articles français, espagnols et anglo-saxons. Vous voyez que, il y a donc arythmie complète, trouble du rythme supraventriculaire, allongement d'intervalle QT, torsade de pointe, des fibrillations ventriculaires, arrêt cardiaque, trouble du rythme ventriculaire, supraventriculaire et surélévation des segments ST. Vous voyez qu'il s'agit sur les 17 cas de 15 cas de moins de 30 ans, avec parfois des gens très jeunes. Vous voyez qu'il y a souvent le Red Bull, mais très souvent associé à de l'alcool, et là on ne parle pas de drogue, mais dans les cas recensés en France, il y avait pas mal de produits toxiques drogue. Vous voyez que les doses de caféine qui ont été reportées sont souvent beaucoup plus importantes que la simple canette de Red Bull, mais parfois des doses qui peuvent être à plus d'1 gramme. Les investigations qui ont été faites sont là. Et ce qu'on a pu trouver comme anomalie, qu'on a pu identifier, pas à chaque fois, hein. De temps en temps, on n'a rien trouvé chez ces patients qui ont présenté une période d'arythmie. Heureusement, ils se sont tous remis en rythme sinusal assez rapidement. Par contre, il y a quand même des fractions d'éjection basses, quelqu'un qui avait une thrombose dans ses coronaires et qui a dû être opéré, certains qui ont une fraction d'éjection basse, une hypertrophie ventriculaire gauche qui a été diagnostiquée. Donc c'est des gens qui avaient une pathologie cardiaque et qui, à l'issue de leur prise de boissons énergétiques, en compliqué. Il y a quand même 2 patients qui ne sont pas revenus
dont une femme de 25 ans qui a simplement un prolapsus valvulaire mitral et qui, à l'occasion d'une canette de Red Bull, s'arrête. Bon, ceci dit, le produit est toujours là, on consomme. La caféine est de façon certaine la raison, la cause de tous les troubles, surtout cardiologiques, que l'on peut avoir avec ce type de produit, qui peut bien sûr augmenter la fréquence cardiaque et bien sûr ne pas être un produit pour le sportif, augmenter les chiffres de pression artérielle, modifier pas mal de choses, entre autres au niveau des canaux calciques et du sodium pour générer des troubles du rythme, probablement entraîner une augmentation par contre, une diminution par contre de la contraction du myocarde, avoir des effets sur même la perfusion coronaire lors de l'effort. C'est les différents travaux qui avaient été montrés sur la caféine. Voilà, en conclusion, il faut arrêter d'avoir des confusions au sujet de ces boissons énergisantes. Il faut enlever de la tête du sportif que le Red Bull est quelque chose qui va l'amener à améliorer sa performance. Or, dans l'étude qui avait été faite, 25% de ces sportifs pensaient que ça allait leur donner un peu plus de pêche. Il faut y penser si vous voyez les troubles du rythme, si vous voyez des gens qui vous sont adressés pour tachycardie à l'effort inapproprié, demandez-leur quand même s'ils n'utilisent pas du Red Bull ou autre chose avant. Il faut se méfier énormément de la prescription de la prise de ces boissons chez l'enfant et le jeune. Ça fait 2 fois, ouais, je suis désolé. Pourtant, pas de conflit d'intérêt avec le pourrais. Et pour vous dire que je n'ai pas parlé 10 minutes, mais sûrement plus court, mais pendant ce temps-là, il y a 24 000 litres de Red Bull qui ont été bu pendant les... C'est rien par rapport aux 4 000 litres par seconde de Coca-Cola bu dans le monde. Voilà, j'ai fini, merci.